Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle Ufologie dynamique. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à cette nouvelle section rationaliste, sceptique et folklore dans le domaine de l'ufologie. En fait c'est dans le cadre de la transmission du savoir. Et donc ce qui va être intéressant c'est de voir la position des scientifiques vis-à-vis de l'ufologie et vis-à-vis de l'étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés ou des anomalies aériennes non conventionnelles. Donc on va voir en fait un peu un ensemble de données avec des acteurs. Et puis ça va vous permettre aussi de voir la position du scientifique. Pourquoi en fait pendant des années il y a eu un rejet. Alors il y a toujours un rejet de la part des scientifiques, sauf qu'aujourd'hui quand même en 2023, parce que les sources que je vais vous donner, ce sont des sources quand même qui datent des années 90, après les années 90. Alors c'est vrai que les mentalités ont changé, c'est vrai. Mais il existe des cercles quand même, que ce soit en France, aux États-Unis ou dans certains autres pays en Europe, où il y a des cercles de rationalistes qui refusent en fait tout simplement une étude sérieuse sur le phénomène des anomalies aériennes non conventionnelles. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir la position du scientifique qui dans certains cercles n'a pas changé. En fait, même si vous allez voir les données date, vous allez voir ça n'a pas changé. Donc ça va être en fait un bref aperçu de ce qui se passe dans ce domaine du rejet, et ça va vous interroger pourquoi en fait on rejette en fait le phénomène non pas obligatoirement dans la société mais plutôt au travers de certains consortiums qui rassemblent en fait des scientifiques mais qui rassemblent aussi des sociologues, des psychosociologues, etc. Et donc c'est intéressant parce qu'on va voir leur positionnement. Et vous allez voir, il y a un revers en fait par rapport à ce type de positionnement qu'ils subissent en fait tout simplement au fil du temps, au fil des faits. Donc on va regarder ça ensemble. Alors là, je vous ai mis la couverture d'un magazine dont d'ailleurs j'avais acheté à l'époque, qui s'appelle Anomalie. Donc là, il y avait un dossier très intéressant sur l'imagerie de la science-fiction et les scoops volantes. Donc c'est un magazine que j'avais acheté. Bon là j'avais récupéré un PDF, mais j'ai bien connu ce magazine, donc l'Observateur des Parasciences. Et donc c'est en fait dans le cadre d'un interview qui avait été donné pour une théma sur Arte concernant un entretien avec Isabelle Stengers. Donc ça va permettre de situer le débat par rapport à elle et son analyse, pourquoi en fait les scientifiques ont rejeté. On va voir aussi une ou deux vidéos de ces interventions, et d'ailleurs qui font partie justement de cette fameuse théma Arte sur les ovnis. C'était chercheur d'ovnis, théma, et puis en fait c'était une théma en fait toute la soirée qui parlait justement de ce phénomène. Donc ça avait été diffusé le 17 mars 1996, mais je m'en souviens, j'étais en direct devant l'écran forcément. Et c'est intéressant de voir la position d'Isabelle Stengers. Alors, faut savoir qu'au départ, on va faire un bref aperçu en fait sur les rationalistes, etc. Et on va faire ensuite une analyse de ce que sont, c'est-à-dire les personnages, justement, les personnages justement de ce milieu, en fait, du cercle, qui en fait a rejeté l'étude des phénomènes aériens non conventionnels. Donc voilà, alors nous avons au départ Avery Chasman, qui était médailleur du CNRS en 1983, donc qui était astrophysicien mondialement reconnu, c'est vrai, qui est décédé en 2010 et a été le moteur de l'astrophysique théorique française. Mais alors, il n'a pas été que le moteur de l'astrophysique théorique française, il a été le moteur aussi du rejet de l'étude des phénomènes aériens non conventionnels, qui est rejeté ça dans le cadre du météore. Voilà, donc lui, tout phénomène en fait lié de près ou de loin était soit une part de sociopsychologie, soit c'était des météores. Donc ça c'est l'interprétation d'Every Chasman vis-à-vis en fait des témoignages, et donc il considérait en fait tout simplement que le témoin se trompait,
changer d'avis, etc. Et que tout ça, bon, c'était pas sérieux, voilà, tout simplement. Alors, donc, il passe son agrégation, rejoint le CNRS, et il est à l'Institut de l'astrophysique, il présente sa thèse sur la structure interne des étoiles. Il crée en 1954 la première chaîne d'astrophysique, mais il crée aussi le cercle rationaliste, hein, ça c'est pas par contre stipulé. En 1976, Evry Chasman est directeur de recherche à l'Observatoire de Meudon, qu'il quitte pour celui de Nice. Membre de l'Académie des sciences, il a écrit de nombreux ouvrages, tels Astrophysique générale, Origine et évolution des mondes et structures de l'univers. Alors, le problème de ce monsieur, qui est un grand monsieur hein, dans le domaine de la science, le problème de ce monsieur, c'est qu'en fait, il ne voulait pas voir. Alors, j'ai pas pris quelques caricatures, parce qu'il y avait des caricatures en fait sur ce monsieur, et d'ailleurs, une caricature très intéressante sur ce monsieur. Et il ne voulait pas en fait que la science soit dérangée vis-à-vis des phénomènes aériens non conventionnels. Il ne voulait pas que la science puisse être bousculée dans le fait qu'il y ait une autre donnée qu'il n'arrive pas lui à interpréter. Alors on va voir pourquoi en fait les scientifiques n'ont pas réussi à trouver le mode opératoire pour s'y intéresser, quoique aujourd'hui en 2023 quand même ça a évolué, hein, puisque on voit par rapport aux dernières actualités que par exemple la NASA quand même bûche sur la question, des services liés par exemple aux États-Unis au Pentagone bûchent sur la question, et puis en France on a un service, hein, le GIPAN, hein, qui prend tout à fait ça au sérieux. Donc on a différents aussi organismes en Europe, et puis il y en a aussi à travers l'Amérique du Sud, etc. Donc il y a quand même des choses qui sont faites, mais ça a évolué. Mais vous allez voir que l'attitude des scientifiques est quand même étonnante d'une grande part des scientifiques encore. Hein. Il y a encore un gros blocage. Hein. C'est pas parce qu'il y a 3-4 scientifiques qui parlent de ces phénomènes ouvertement que c'est le reste de la communauté scientifique, sachant que la communauté scientifique ne s'arrête pas à 3-4 scientifiques, hein, même s'ils sont membres du CSU, même s'ils sont membres de certains organismes. Même s'il y en a certains qui sont à la retraite mais qui restent quand même des scientifiques, c'est pas parce qu'il y a quelques scientifiques qui s'y intéressent que la majeure partie en fait du cercle scientifique mondial s'y intéresse. Donc on n'y est pas encore, hein, donc on est quand même encore loin quand même d'accueillir le phénomène à bras ouverts dans les laboratoires des chercheurs pour travailler sur des aspects fondamentaux de la recherche hein, concernant ce phénomène. On est encore loin, on n'y est pas encore, ça viendra un jour, ça c'est clair, mais du moins si ça se démocratise, parce qu'en fait la démocratisation, et c'est pour ça que je parle souvent de démocratisation du langage dans l'ufologie, pour que le scientifique puisse accepter faire un travail, il faut qu'il soit ordonné par un politique. Et si un politique doit ordonner un scientifique, il faut que la population, le public, lui dise surtout intéressez-vous à ça parce que nous, on veut savoir. Enfin, voilà. Donc il faut faire à la fois pression sur les politiques, et les politiques qui font pression sur les scientifiques, qui leur donnent forcément les moyens, leur donnent, on va dire, les moyens financiers pour pouvoir faire des travaux. Voilà. Donc, on va regarder tout de suite un autre personnage. Alors il s'agit de Pierre Lagrange. Alors Pierre Lagrange, alors je vous donne en fait un bref aperçu des personnages qui ont intégré en fait l'ufologie. Alors il faut savoir que Pierre Lagrange est donc titulaire d'un DEA de sociologie. Hein. Il se spécialise dans l'étude du paranormal avec l'idée de lui appliquer une méthode développée dans l'étude des controverses scientifiques. Pour lui, science et parascience ne peuvent être différentes a priori. Donc, il travaille 10 ans comme chercheur au Centre de sociologie à l'innovation de l'École nationale supérieure des mines de Paris dans le cadre de préparation d'une thèse de sociologie sur la construction d'effets parascientifiques. D'ailleurs, toujours pas fini. Il réalise notamment une étude pour le ministère de la Recherche des Parasciences, dirige en 1993 un volume d'études universitaires sur la sociologie des parasciences, réunissant des études Simon Schaeffer, Bertrand Meeus d'ailleurs, qu'on retrouve, Trevor Pinch, Harry Collins, Michel Pearson, Geneviève Delbos, Isabelle Stenger, on va en parler justement, voilà, etc., etc. Alors, après un passage sur Canal+, il devient chercheur associé de l'AIC, où il réalise en compagnie de l'ethnologue Claudie Voisonna une étude sur les lecteurs de littérature ésotérique pour la bibliothèque de Beaubure.
la bibliothèque de Beaubourg, et participe également à un programme d'études sur l'archéologie qui doit notamment aboutir à la publication d'un ouvrage collectif sur l'imaginaire de l'archéologie. Voilà, donc Lagrange commence alors à côtoyer le monde ufologique en 1982. Il s'intéresse à la façon dont les ufologues travaillent. Et oui, et là c'est intéressant. Alors, souvent, on achetait un peu la pierre à Pierre Lagrange, c'est qu'à le dire. Donc, on l'a un petit peu sermonné, mais quelque part, avec le recul, son travail n'est pas dénué d'intérêt dans le sens où il a pu un petit peu nettoyer l'ufologie. Et ça plaira pas à certains ce que je dis quand je prends la défense de Pierre Lagrange, parce que on a eu besoin de ce genre de personnage. On a eu besoin de ce genre de personnage pour nettoyer un peu les scories de l'ufologie, ce qui est lié en fait à la croyance, au folklore, tel que l'a popularisé par exemple Jimmy Guilleux, que ça plaise ou non, Jimmy Guilleux, il a bien popularisé l'aspect folklorique de l'ufologie, avec les petits gris. Donc je vous le rappelle quand même. Et puis c'est un auteur de science-fiction en même temps qui avait un petit peu trop d'imagination. Donc effectivement, là, Pierre Lagrange a vraiment été utile. Alors, là, il a été utile et à la fois, il a quand même mis des bâtons dans les roues aux ufologues. Il n'a pas arrangé non plus l'aspect testimonial de la chose, de la condition du citoyen. Ça, il n'y a pas pensé à la condition du citoyen. C'est d'abord ce qu'on peut lui reprocher. Parce que le citoyen, quand un sociologue va sur tous les plateaux de télévision pour un peu déboulonner en fait une part de l'ufologie en y mettant la croyance, le problème, c'est que le témoin va pas témoigner parce que il a peur tout simplement d'être pris pour un fou. Donc, il n'a pas arrangé non plus les choses, Pierre Lagrange, même si je dois prendre en compte son travail de nettoyage, entre guillemets, d'une certaine ufologie. Donc, il s'intéresse à la façon dont les ufologues travaillent, et notamment relations entre ufologues et croyants et sceptiques. Ça, c'est intéressant. En 1989, il entre au comité de réaction d'Omniprésence. Alors, j'ai un certain nombre d'Omniprésence à la maison, d'ailleurs, que j'avais acheté en kiosque, qui deviendra par la suite Anomalie. Donc Anomalie, c'est le magazine, je vous présente là, l'Anomalie, l'Observatoire des Parasciences, qui est vraiment, franchement, si vous arrivez à en trouver, alors je peux peut-être je peux vous les procurer en PDF, mais si vous arrivez à les trouver en papier, c'est même encore mieux. Mais c'était absolument génial. Moi, je trouvais ça génial. Il y avait un aspect un peu fortéen aussi, un petit peu. Donc, ce qui est intéressant, voilà, les phénomènes connexes liés en fait à l'écrivain Charles Fort. Et donc, j'aimais bien parce qu'il y avait une étude en même temps sociologique, etc. Comme ça, ce dossier science-fiction et soucoupe volante. Dont d'ailleurs participe donc Pierre Lagrange. Voilà, donc. Alors, on va regarder tout de suite. Alors, on va voir après ce que dit Isabelle Stengers. Et vous allez voir pourquoi je parle du rejet scientifique et dans quelle position, en fait, est le scientifique et pourquoi, en fait, il nous rejette un peu vers le phénomène des croyances. Donc, qui deviendra par la suite Anomalie. On revient sur le magazine. Donc, qui est aussi sur le début de la controverse des scoops volantes aux USA. Alors là, ça concerne en particulier les premières études aux États-Unis. Il s'est beaucoup interrogé sur la question. Il a beaucoup archivé, il s'est documenté à la Bibliothèque nationale américaine, etc. Ça, c'est vrai. Il a apporté de la documentation. Ça, on peut pas le rejeter. Il s'est intéressé au cas de Roswell aussi. Donc, menant une longue enquête sur place, au cours de laquelle il retrouve Bill Blackett, une journaliste qui y joue un rôle moteur dans la controverse, ainsi que d'autres acteurs de l'époque ou de leur famille, comme la veuve de Kenneth Arnold, au sujet duquel il produit une étude approfondie. Par la suite, Lagrange étend son enquête à d'autres domaines parapsychologiques comme la cryptozoologie. Alors, il s'est intéressé en fait à tous des phénomènes en fait un peu parascientifiques comme la cryptozoologie, controverse sur la planète Mars. Il participe à la rédaction rédaction en chef de la revue Anomalie, et sous-titré donc l'Observateur des Parasciences, c'est ce qu'on vient de voir. Lagrange est également auteur de nombreux articles de revues universitaires, d'ouvrages collectifs, magazines scientifiques, etc. Donc voilà, donc il a dans les sceptiques, dans les rationalistes, alors lui je le verrais plutôt sceptique que rationaliste, alors que monsieur Avery Chasman était vraiment un refus catégorique. D'ailleurs, pour parler de monsieur Avery Chasman, c'est lui qui a dit un jour que à l'époque il était en vie, s'il voyait une scoop volante, il se retournerait pour ne pas la voir. On en est là quand même. On en est où en fait il a, en tant qu'astrophysicien,
il a créé une sorte de dogmatisme autour de sa science, une sorte de religion qu'il ne faut pas toucher. Et donc, le fait qu'il ait dit un jour que s'il voyait un ovni, il se retournerait pour ne pas le regarder, c'est qu'il ne veut pas que sa science soit dérangée, elle ne veut pas que ça soit bousculé. En fait, c'est une espèce de forme de religiosité chez les scientifiques, chez une part des scientifiques, de ne vouloir surtout pas bousculer les données. Parce que un ovni tel qu'il est, un phénomène, une anomalie aérienne non conventionnelle tel qu'il est, bouscule les données. Et bouscule les données, plusieurs données, parce que c'est une étude pluridisciplinaire qui concerne la conscience, la psyché humaine, la physique, la psychologie de la perception, qui concerne le domaine de l'ingénierie, qui concerne le domaine de l'astrophysique, qui concerne le domaine même de la religion, etc. Ça concerne, c'est un ensemble de données où on a besoin en fait que tout le monde se mette autour d'une table à la base. Donc Ivry Chasman, c'était le contraire de ça. C'était le refus direct de s'y intéresser et le refus de le voir. Et c'est ça qui était très grave dans cet aspect dogmatique, dans cet aspect très sectaire, où ils ont créé l'Union des rationalistes. Vous allez voir, on va regarder un peu l'Union des rationalistes, et vous allez voir, il y a une espèce de forme de schizophrénie dans une phrase que je viens de lire, justement sur le site de l'Union rationaliste. Pour moi, c'est une forme de schizophrénie, et c'est justement le contraire. Ils agissent vis-à-vis du phénomène, la phrase, hein, ce qu'ils disent, en fait, c'est le contraire de ce qu'ils pensent du phénomène, alors que justement, ça rentre justement de ce qu'ils disent, ça rentre dans le fait qu'il faut s'y intéresser. C'est complètement presque schizophrénique, vous allez voir, c'est vraiment le contraire en fait. Alors, quand j'ai lu ça, j'ai été très étonné de leur part parce que l'ouverture de la pensée, l'ouverture d'esprit nécessite qu'on s'intéresse aux témoins, nécessite qu'on s'intéresse aux pilotes civils et militaires, aux astronomes amateurs qui voient un phénomène, la science se le doit. Hein. Et puis de plus, aujourd'hui en 2023, c'est quantifiable. Avant, c'était pas tellement quantifiable, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de données quantifiables. Donc on peut commencer à chercher en laboratoire. Donc on va regarder, donc tout de suite, on va continuer avec Pierre Lagrange. Alors alors vous allez voir, c'est très étonnant. Pour Pierre Lagrange, qui était vu par les ufologues comme l'ennemi à abattre, et vous allez voir, à partir de 2005, il est consulté par le CNES dans le cadre de la création des nouvelles activités du GIPAN. Alors là, c'est vrai que tout le monde a été étonné. Mais qu'est-ce qu'il fait au GIPAN? À cette époque, il publie un livre sur la véritable histoire de l'émission martienne d'Orson Welles, dont les effets de panique furent exagérés par les rationalistes. C'est vrai, il s'est opposé aux rationalistes. Puis en 2007, une autre sur le conspirationnisme en ufologie. Ça, il a sorti vraiment un livre intéressant. Un livre qui a été mal perçu par les passionnés d'ufologie, mais alors qui est en fait, on aura l'occasion de le présenter dans la section ouvrage. Justement, il parle justement de la forme conspirationniste en ufologie. Cette forme conspirationniste qui, moi, justement, me gêne parce que justement... quand on va vers le public, quand on veut intéresser les médias, le public, etc., ou les universitaires, on ne parle pas de conspiration. Donc, effectivement, comme je le disais, il a nettoyé une part de l'ufologie au travers de ses études, donc ça a été forcément mal perçu par une partie, en fait, des ufologues qui ont rejeté complètement ce livre. Mais en fait, la réalité, elle est vraie. C'est qu'au sein de l'ufologie, vous avez en fait différentes branches, comme le phénomène est connexe. Vous avez différentes branches en ufologie aussi qui sont connexes. Et ces différentes branches, il y a des théories sur les contactés, des théories sur le conspirationnisme, des théories sur la venue d'extraterrestres, sur l'hypothèse d'un contact, sur en fait, plein de domaines. Enfin, je veux dire, voilà, vous avez même l'hypothèse réductionniste de Claude Moget. Vous avez plein de choses. Hein. Vous avez plein de gens. Vous avez plein de faits. Il y a autant de phénomènes connexes qu'il y a autant de branches dans l'ufologie. Mais tout le monde se rejette entre eux, hein. C'est quand même des chapelles. Si vous voulez, c'est des chapelles. Et d'ailleurs, quand je vous ai parlé du livre, de l'ouvrage de Thibaut Canuti, Le temps des soucoupistes, donc Histoire de l'ufologie française, il faut le lire absolument parce que vous allez voir, cette querelle de chapelle, elles existent bien. Hein, voilà. Donc forcément, moi, un pragmatique, un pro de la conspiration, va pas être d'accord avec un pragmatique. Hein, ça, c'est clair. Il est capable même de m'accuser d'être un agent du renseignement. En anecdote, je peux vous le dire qu'à une certaine époque, j'ai même été accusé d'être un agent de renseignement par des grands malades. Je souris aujourd'hui,
Et ces grands malades, je pourrais pas vous donner les noms, parce qu'ils existent encore, mais qui officient un peu dans l'ufologie, mais ils pensaient véritablement, hein, c'est dingue, c'est complètement fou. Donc, donc à partir de là, on n'y peut rien. Voilà, on n'y peut rien. On peut rien pour le cas de ces gens, on peut rien pour le cas des autres, etc. Donc voilà, moi je suis pas psychiatre, hein, désolé. Donc, et l'année suivante, il a invité à rejoindre le collège d'experts de cet organisme incroyable, le GIPAN, créé pour analyser les rapports et proposer des solutions pour l'étude des pans. C'est incroyable. Au départ, Pierre Lagrange est vu comme quelqu'un qui déboulonne et il finit en fin de compte au CNES. Alors, il faut savoir quand même, le Pierre Lagrange, par rapport à ses débuts, il a changé quand même. Il avait changé. D'ailleurs, son intégration au CNES, enfin au GIPAN, dans une sorte de comité de pilotage qu'ils ont créé, ou dans des tables rondes qu'ils ont créées pour réfléchir sur la question, il a quand même changé d'avis quand même sur la question des ufologues. Parce que même si une part des ufologues, effectivement, ont des fois raconté n'importe quoi, ou ont beaucoup, par moments, bâclé certaines enquêtes, qu'on a réussi après ensuite à déboulonner, bon, il a changé quand même d'avis sur la perception quand même de l'anomalie quand même, hein, donc il a après avoué un peu, mais aujourd'hui, il a eu raison, hein, en fin de compte. Au départ, il a eu raison un petit peu comme je disais tout à l'heure, de nettoyer. Donc, l'année suivante, il présente sa thèse de doctorat en ethnologie et anthropologie sociale, puis intègre l'université d'Avignon comme chercheur et enseignant en sociologie de la culture, histoire sociale des sciences et anthropologie de la communication. Donc, là, vraiment, on est en fait... vous avez en fait deux phases. Vous avez donc le sceptique Pierre Lagrange, et vous avez donc... J'aurais pu choisir d'autres personnages, hein, d'autres rationalistes. Vous avez le cercle zététique, les zététiciens, etc. On va revenir là-dessus, on reviendra là-dessus. Donc, vous avez deux personnages. Donc, c'est des personnages un peu centraux en fait d'une certaine époque. Voilà. Donc on va juste regarder l'union des rationalistes et vous allez voir, il y a quelque chose que j'ai lu, c'est dans Sciences et Culture, repère pour une culture scientifique comme présentation de la nouvelle édition. Alors j'ai lu ça. La culture scientifique est trop souvent considérée comme une somme de savoirs spécialisés réservés à des experts, alors que son intégration dans la culture des citoyens est un enjeu majeur pour la démocratie. Alors là, quand j'ai lu ça, je dois vous avouer que j'ai été étonné, j'ai été scotché, j'ai dit mais la culture scientifique est trop souvent considérée comme une somme de savoirs spécialisés réservés à des experts, alors que son intégration dans la culture des citoyens est un enjeu. Mais la culture scientifique, la science peut s'intéresser aux phénomènes aériens non conventionnels, et elle a été trop souvent considérée, réservée aux ufologues, à des experts, à une forme d'élite, on va dire, alors que son intégration dans la société citoyenne est un enjeu pour la démocratie. Mais je dirais exactement pareil pour l'ufologie. L'ufologie, c'est un enjeu pour la culture des citoyens, enfin, dans la culture citoyenne, c'est un enjeu majeur pour la démocratie. On nous parle donc de démocratie entre science et société, ce qu'on va voir tout de suite avec Isabelle Stengers, mais la démocratie entre ufologie et société. Parce qu'aujourd'hui, l'ufologie, c'est presque, on va dire aujourd'hui en 2023, on n'est pas loin de l'objet scientifique. On n'est pas loin de l'objet scientifique. Parce qu'on a des données quantifiables, on a quand même trop de témoignages pour pouvoir en fait les mettre en fait dans un bureau et fermer tout à clé. Pour moi, cette position-là, elle est presque schizophrénique, parce que justement, le scientifique a refusé l'intégration de la culture des citoyens. Et c'est eux qui ont posé le problème de démocratie entre science et société. Et vous allez voir, nous allons écouter Isabelle Stengers tout de suite. Écoutez bien Isabelle Stengers, notez bien ce qu'elle dit. Vous allez voir comment c'est important, comment elle décrypte en fait la position du scientifique. Les scientifiques aiment bien avoir l'initiative des questions. Ils aiment bien inventer les questions auxquelles la science va pouvoir répondre. Lorsqu'un phénomène se produit en dehors de toute initiative de leur part, n'importe où, n'importe comment, devant n'importe qui, ils n'aiment pas ça du tout. Parce qu'a priori, ils sont dans la même position que n'importe qui. Ils n'ont pas d'approche qui les spécifierait.
Et à ce moment-là, et ça c'est ce qui m'intéresse dans les ovnis en tant que symptômes, ils tendent à disqualifier le phénomène. Ils tendent à disqualifier les témoins et à mettre l'ensemble sous le signe de la croyance. Et à ce moment-là, eux deviendront les non-croyants, ceux qui rappellent les vertus de la rationalité scientifique. Voilà, donc on parle ici des vertus de la rationalité scientifique, et justement l'union rationaliste, ces gens-là, ils se reprochent là à eux-mêmes qu'ils n'ont pas intégré la science dans la culture des citoyens, qui est un enjeu pour la démocratie. Et Isabelle Stengers dit bien que les scientifiques ont rejeté un phénomène, ont rejeté quelque chose, les rationalistes ont rejeté quelque chose, parce qu'il faut savoir ce qu'est la science, il faut savoir, en fait, c'est eux qui rappellent les vertus de la rationalité scientifique. Mais c'est ce que je disais récemment lors d'une vidéo, le problème qui se pose, c'est que quand un observateur, lorsqu'un témoin voit un phénomène, le phénomène ne correspond pas à quelque chose qu'il connaît. Donc, qu'il connaît de conventionnel, c'est-à-dire un hélicoptère, un avion, un météore, etc. Donc, ou un drone. Et il n'a pas besoin d'avoir une culture pour savoir ce qu'est le phénomène. Parce que c'est trop facile. Un pilote civil n'est pas un astrophysicien, c'est un pilote civil. Il voit un phénomène passer devant son avion, ça fait 3000 km/h, c'est une forme avec pas d'aile ou quoi que ce soit. Bon, voilà, il voit le phénomène, mais on ne va pas y rappeler les vertus de la rationalité scientifique pour essayer de reconnaître. C'est un pilote, il sait reconnaître. Il n'a pas besoin d'être astrophysicien. C'est ce que je veux dire. C'est pour ça que, justement, il y a eu un problème, en fait, avec les scientifiques. Il y a eu un problème avec les scientifiques, et les scientifiques ont eu un problème avec la société. Et d'ailleurs, l'union des rationalistes, c'est presque d'ailleurs, ce qui m'étonne quand je lis ça, c'est presque un mea culpa, en disant, bah ouais, en fait... la science, on n'a pas réussi à la démocratiser, c'est réservé à des experts. Bah oui, vous n'avez pas réussi à la démocratiser, mais en même temps, vous nous avez rejetés aussi dans le monde des croyances. Dans le monde, vous allez voir ce que va dire Stenger justement sur la question. Et vous avez rejeté vers le monde de la sociologie. Mais on ne peut pas rejeter des pilotes civils et militaires, déjà rien que des gens comme ça, déjà qui sont très crédibles dans le cadre d'observation, mais aussi on ne peut pas rejeter des astronomes amateurs, des astronomes professionnels, parce que vous savez qu'il y a des astronomes professionnels qui voient des objets, mais ils ne le disent pas, hein, ils ne le disent pas là où ils travaillent, n'est-ce pas? Mais il y a plein de gens qui voient ce type de phénomène, mais il y a un moment, il faut l'intégrer dans la société, et pour que justement ces gens-là de l'union rationaliste puissent s'y intéresser, il faut au départ démocratiser la façon dont on approche les faits, et de façon à rassurer le témoin, parce qu'on a besoin des témoins, on a besoin qu'un pilote nous remplisse un rapport, on a besoin de ça, on a besoin de données quantifiables. Je veux parler de données quantifiables, on en a aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de rapports, le NARCAP a beaucoup de rapports, et les rapports qu'ils ont, c'est sûrement pas des imbéciles qui l'ont écrit, mais effectivement il faut qu'on ait cet aspect-là, et c'est pour ça que quand je lis ça, c'est presque schizophrénique, parce qu'en fait, ils se reprochent à eux-mêmes de ne pas se tourner vers la société. Mais bon, quelque part, il y a une analogie avec les ufologues. Hein. Attention, je suis aussi critique envers les ufologues. Parce que les ufologues, pendant des années, des décennies, ils n'ont pas intégré la société. Ils ont gardé dans leur chapelle. Et ils ont cultivé, en fait, quelque part, Lagrange le dit, ils ont cultivé une forme de croyance. Au lieu d'aller vers le citoyen, de rassurer le citoyen, au lieu de lui donner des modélisations pour le rassurer et l'emmener vers des sujets plutôt liés à la croyance, les ufologues ont aussi commis l'erreur de garder tout sous chapelle et de ne pas démocratiser le langage, même vis-à-vis des médias, de façon à un peu, non pas ce que le média puisse nous contrôler, mais ce que nous puissions faire pour contrôler les médias, pour lui donner la bonne information, parce qu'habituellement c'est beaucoup le contraire. C'est pour ça que je parlais de mon travail dans ufologie dynamique. Lorsque j'ai rencontré beaucoup de médias, j'ai fait beaucoup d'articles, et quand vous lisez les articles, c'est des articles tous sérieux. Il n'y en a aucun qui est pris sous l'angle du dogmatique, du sensationnel et tout. Pourquoi ? Parce que j'ai une manière de faire pour intéresser le journaliste sur la question. Voilà. Donc je suis sorti, ce que je dis souvent, je le répète, du cadre dogmatique,
irrationnelles du cadre du folklore, tout ce qu'on trouve en fait autour de l'ufologie, puisque ça existe forcément. Donc on va continuer à écouter cette intervention d'Isabelle Stenger. Il y a donc là quelque chose de pathologique en mon sens, parce que bien évidemment, beaucoup de phénomènes nous posent problème sans que les scientifiques aient pris la moindre initiative. C'est donc une très mauvaise habitude qui se révèle, notamment autour de ce phénomène OVNI, et une habitude qui met en danger des relations démocratiques entre science et société. Voilà, donc les relations démocratiques entre science et société, c'est ce qu'elle dit, Isabelle Stenger, c'est-à-dire qu'il y a eu des relations démocratiques entre science et société parce que les scientifiques, ils viennent de se le reprocher, l'union rationaliste, qu'il faut se tourner vers le citoyen, donc il y a un simple problème démocratique, puisqu'ils n'échangent pas. Donc à un côté, il y a un mur, les citoyens, et de l'autre côté, il y a un autre mur, c'est le scientifique, d'accord ? Mais en rejetant les témoins, mais en rejetant les études faites en ufologie, même les études d'amateurs, les études d'associations, même les études officielles, celles par exemple du Centre national d'études spatiales et du GIPAN, etc. Si on rejette cela, on met en danger les relations démocratiques entre science et société, parce que c'est un phénomène, c'est un sujet scientifique. Le scientifique, même s'il a du mal à modéliser, n'a pas appris en fait ce que c'était l'ufologie, parce qu'il n'a pas de matière pour rentrer dans un laboratoire et dire voilà, je vais étudier l'ufologie, voilà. Mais il n'a pas appris, mais il n'a pas inventé, il n'a pas cherché non plus à inventer un nouveau mode de recherche. Vous savez, le scientifique, l'erreur qu'il le fait, c'est un peu l'erreur que ne fait pas l'entomologiste, le spécialiste des insectes, des papillons, etc. Un papillon, je vais expliquer simple, scientifique. Quelqu'un en fait qui part en Amazonie essayer de découvrir un papillon qu'il n'a jamais vu. Il n'a jamais vu le papillon, je dis bien, il n'a jamais vu. Il ne sait pas qu'il existe, mais des villageois lui ont dit qu'il y avait un papillon dans cette forêt. Un papillon qu'on n'a jamais entendu parler. Mais on découvre chaque année des insectes qu'on n'a jamais vus. Il n'a jamais entendu parler de ce papillon, mais par contre, des villageois lui en ont parlé. Donc des témoins. Donc c'est bien sur l'aspect testimonial. Donc qu'est-ce qu'il va le faire ? Il va faire une recherche. Donc sur le terrain, l'entomologiste, rechercher le papillon. L'ufologue, c'est un peu pareil. Le chercheur, c'est pareil. On va aller sur le terrain, à la rencontre du témoin, peut-être interroger d'autres témoins, peut-être des gens autour de lui, pour savoir ce qu'il a vu. L'entomologiste, donc l'expert en insectes, il va poser des questions. Oui, mais vous avez vu, le papillon, il était où ? Voilà, il était dans quelle zone ? Est-ce qu'il arrive à telle saison ? Etc. Est-ce qu'il repart ? De quelle couleur est-il ? Comment il volait ? Vous avez vu, il y a une espèce d'analogie avec les phénomènes aériens non conventionnels. Il y a une sorte de lien, en fait, quelque part dans la démarche. Alors, les ufologues ne sont peut-être pas les scientifiques, enfin pas tous, certains ont des cursus scientifiques, mais effectivement, c'est exactement la même méthodologie. Donc voilà pour l'analyse d'Isabelle Stenger. Alors on va lire un petit peu ce qu'elle disait justement dans la revue Anomalie. Donc entretien et Isabelle Stenger, donc, qui est philosophe, historienne des sciences, chargée de cours à l'université de Bruxelles. Alors je crois qu'elle est à la retraite, il me semble. Donc dans cet entretien exclusif réalisé par l'historien Jacques Bénac pour Arte. Donc j'avais mis dans le Discord, essayez d'aller sur le Discord. Je sais plus. Alors je crois que sur un compte Discord, j'avais mis justement ce lien concernant cette soirée. Elle est très intéressante cette soirée. Je vous conseille sur Arte la soirée OVNI, la Théma, et vous pouvez la trouver d'ailleurs sur YouTube. Donc ça date de 96, c'est vrai, ça date. Mais vous allez voir, c'est toujours aussi percutant. Donc Isabelle Stenger s'exprime sur les rapports entre science et société, sur l'intérêt qu'une question saine du dossier OVNI pourrait représenter pour la démocratie. Bah oui, c'est une question saine. Avant, c'est pour ça qu'on essaye de changer le langage en ufologie, pour que vous puissiez en parler sainement dans vos familles, avec des collègues, comme on parlerait d'un sujet de cinéma. Alors, même si c'est pas obligatoirement un sujet de culture, parce que des fois je dis qu'il faut que ça rentre dans la culture, mais pas que la culture, il faut que ça rentre dans la société dans son ensemble. Donc si vous parlez là, c'est pas qu'on vous prenne pas pour un fou quand vous êtes en famille, quand vous êtes avec des amis, des collègues ou quoi que ce soit. Donc le but fait de ce qu'on a fait nous par exemple depuis 2005, c'est pouvoir changer ce langage et l'intégrer au sein de la société, pour pouvoir en parler ouvertement. Je vous parle pas de croyance,
je vous parle, bah tiens, ouais, j'ai vu un ovni, ou j'ai vu un phénomène aérien non conventionnel, c'était vraiment bizarre, ça ne correspondait pas à un avion, voilà, etc. Ou alors, vous n'avez pas été témoin, mais vous vous intéressez au sujet, vous pouvez en parler librement sans qu'on vous prenne un peu pour un huluberlu. Donc voilà, c'est ça, changer le langage. Donc il y a bien, il y a bien un problème démocratique entre ufologie et société. Donc voilà, donc alors même si ça a changé aujourd'hui, hein, c'est vrai que les récents événements aux États-Unis ont délié les langues en fin de compte. On voit qu'on en parle un petit peu plus facilement là aujourd'hui. En plus, on a de plus en plus de témoignages parce que du coup, les gens disent ah bah oui, là, tiens, j'ai vu quelque chose. Tiens, c'est un peu sérieux. La NASA s'occupe, donc ça authentifie un peu ce que j'ai vu. Ça crédibilise mon témoignage. Donc je vais pouvoir en parler dans la société. Voilà. Donc c'est vrai quand vous dites le mot NASA, quand vous dites le mot gouvernement américain, Pentagone, etc. Au Congrès américain, c'est du sérieux. Voilà, hein, on n'a pas affaire à un club de soucoupistes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit On va regarder. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit Au fond, la première question que j'ai envie de poser est la suivante. Alors ça, c'est Jacques Benac. Qu'êtes-vous allé faire dans cette galère des ovnis galère. Je ne connais pas grand-chose aux ovnis. C'est ce que je connais un peu, c'est la SOBEPS. Donc c'était à l'époque l'association belge, un groupe d'études des phénomènes aérospatiaux identifiés. Un groupe assez exceptionnel qui a maintenu une étude d'exigence. Restant à l'épreuve des ovnis, si on n'a pas d'expliquer ce qu'est l'ovni, enfin ce que c'est, tâchons d'interviewer les témoins. Voilà. Voilà la vraie approche. La vraie approche, ce n'est pas savoir ce que c'est ce que je vous dis souvent. Pour avoir l'argumentation face aux rationalistes et aux sceptiques, ce n'est pas dire ce que c'est, ce n'est pas d'avancer des hypothèses lorsque je viens là de connaître sur Discord quelqu'un qui me dit oui mais j'ai une hypothèse sur la question. Alors la personne croit que je l'ai snobé, je n'ai pas snobé la personne, c'est que tout simplement une personne qui m'apporte une hypothèse, je préfère avant qu'elle écrive une thèse, qu'elle écrive un ouvrage, qu'elle écrive 50 pages ou 200 ou 400 pages sur son hypothèse. Parce que moi, si c'est une hypothèse qui est à base de 50 vidéos d'OVNI, ça m'intéresse pas demain de discuter avec une personne comme ça, parce que je ne suis pas là, en fait, pour valider ce que vous pensez croire. Hein, je suis pas, en fait, ce qu'on appelle un directeur de thèse. Hein. D'accord. Je suis pas là pour vous dire ah oui, c'est bon ce que vous dites. Ah ouais, je valide. Non. Souvent, je vais pas valider ce que vous allez dire. Vous risquez d'être surpris. Donc, essayez de, justement, par rapport, si vous voulez vraiment approcher, si vous voulez vraiment, dans la transmission du savoir, véritablement vous opposer aux sceptiques, aux rationalistes, essayez de ne pas dire ce que c'est, mais parlez plutôt des observations. Donc, c'est ce qu'elle dit d'ailleurs. Donc, tâchons d'interviewer le témoin de telle sorte que le témoignage puisse nous apprendre éventuellement quelque chose, et surtout, nous ne devons pas sectaire. Et ça, c'est intéressant ce qu'elle dit. Ne devons pas sectaire. Parce que les ufologues, l'ufologie, il y a une part de sectarisme. Je suis moi le contraire du sectarisme. Je suis le paradoxe du sectarisme, puisque je suis pour l'ouverture vers la société. Ça, il y a des ufologues qui n'aiment pas, je peux vous le dire. Regardez ma présentation, ma première vidéo de présentation où je me présente, je vous parle de cette anecdote d'une part du mouvement ufologique qui a refusé qu'on s'ouvre vers la société. C'est étonnant. Alors que normalement, le but, c'est d'aller justement vers le citoyen. Complètement idiot, mais c'est comme ça. Donc, il y a une part de sectarisme, comme dans tout domaine, sectarisme dans la religion, dans la politique, etc. L'ufologie ne fait pas exception, voilà. Malheureusement, donc je ne connais pas grand-chose. Voilà. Donc, on va continuer. Tâchons d'interviewer les témoins de telle sorte que le témoignage puisse nous apprendre éventuellement quelque chose, et surtout, ne devenons pas donc sectaires, afin de pouvoir tenter d'intéresser des gens non croyants. Alors attention, elle parle de non-croyants. Mais par exemple, alors, intéresser des gens non-croyants, c'est ça la question. C'est ça la question principale dans la relation démocratique. Donc en ce qui concerne les sceptiques, ils ne comprennent pas qu'il y ait des non-croyants. Ils considèrent que tout le monde est croyant. D'accord ? Ils nous renvoient vers la sociologie. Donc il faut absolument... là, je pars un peu du sujet parce que normalement, je dois parler des sceptiques et des rationalistes, mais là, je parle de communication. Il faut absolument être apporter justement une posture de non-croyant. Voilà, moi, je suis non-croyant, par exemple. Je suis un sceptique, à la base. Je considère qu'il y a des faits, effectivement, mais comme je dis souvent, je ne suis pas avocat, je suis plutôt juge. Donc, j'ai plutôt tendance à être juge qu'avocat.
même si je défends forcément certains rapports, certaines études, et puis je défends aussi le fait que le témoin doit témoigner dans un débat apaisé. Donc, et puis nous apporter des données quantifiables pour savoir ce que c'est. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc moi par exemple, voilà, données croyants. Moi par exemple, elle se considère comme non-croyant. Donc, alors justement, vous venez d'employer les deux mots qui sont un peu étranges dans votre bouche. En tout cas, croyant et non-croyant. En fait, ce n'est pas une histoire de croyance. Quantité de gens affirment avoir vu un phénomène. On ne sait pas ce que c'est et on voudrait bien savoir. C'est vrai. C'est un phénomène qui semble-t-il à première vue a toutes les apparences de l'objet scientifique par excellence. Mais oui. Or, à quelques exceptions près, on s'aperçoit que les scientifiques, pas plus d'ailleurs que les politiques, ne veulent en entendre parler. Mais oui, les politiques ne veulent pas en entendre parler. C'est pour ça qu'on a besoin au départ des politiques et ensuite on a besoin des scientifiques. On a besoin d'un pouvoir politique qui prenne une décision pour que les scientifiques puissent s'y intéresser. Et pour ça, il faut que la population puisse intervenir sur le politique. Donc qui vote? C'est pas les politiques qui votent pour eux-mêmes. C'est la population, c'est le peuple, d'accord? C'est lui qui doit en fait sensibiliser le politique en disant il y a une question, ça nous intéresse, il y a plein de témoins, il faut que le politique et le politique apporte s'y intéresser parce qu'il a tout simplement peur de passer pour un luberlu. On remerciera jamais assez les sociopsychologues sur la question, puisque comme ils ont renvoyé tout dans le domaine des croyances, bah du coup un politique qui va s'y intéresser, je peux vous dire que là, si un politique français s'y intéresse ouvertement, le pauvre dans les médias, il va être mal. Hein, parce que les journalistes sont pas en peine sur la question. Hein. Donc, il faut savoir que les journalistes, dans le domaine de l'ufologie, ne parlent d'un sujet qu'ils ne connaissent pas. Alors, un sujet qu'ils ne connaissent pas et qui vont s'intéresser pour faire un article, je suis d'accord. Mais la plupart des journalistes ne connaissent pas, en fait, le domaine. Et c'est bien peut-être de s'y intéresser, mais c'est aussi montrer son ignorance, parce qu'on ne connaît pas en fait les données, tout simplement. Donc, d'une question, pourquoi les scientifiques ont une attitude de déni pratiquement systématique à l'égard du phénomène ovni? Exposition entre croyance et non-croyance, qui singularise curieusement ce phénomène d'ovni, elle est, je crois, une pathologie, un symptôme du rôle des sciences dans nos sociétés. Donc, elle considère qu'il y a une espèce de maladie en fait chez les scientifiques et dans le rôle de la science de ne pas s'y intéresser. Les scientifiques aiment bien avoir l'initiative. Alors ça, on va voir la vidéo. Alors on va voir le positionnement des scientifiques. On va voir donc la deuxième vidéo. Vous allez voir, c'est tout aussi intéressant. Les scientifiques rejettent ce phénomène, je dirais, presque dans la pédagogie de qu'est-ce qu'une rationalité scientifique, qui d'ailleurs n'existe nulle part. Il est très typique de voir un scientifique faire la leçon à ceux qui s'intéressent aux ovnis en termes de « il faut savoir ce qu'est la science ». Et disant par exemple, les ovnis sont un phénomène purement sociologique ou purement langagier. C'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent pas au phénomène, ils le transforment en occasion d'apprendre au bon peuple crédule qu'est-ce que la science, qu'est-ce qu'un véritable objet scientifique, et à pointer les différences qui, paraît-il, disqualifieraient les ovnis, alors que, en fait, la seule chose que dit ce contraste entre l'ovni comme problème et l'objet scientifique, c'est que, effectivement, les scientifiques n'ont pas encore inventé la manière de s'y intéresser. Et donc... Vous voyez ce que je veux dire dans mes propos, n'a pas inventé. J'en parlais justement dans un live où j'avais été invité. Chez Panawan HD, chez DG, j'avais dit les scientifiques n'ont pas inventé le mode en fait pour s'y intéresser. Bon, alors là, ils ont quand même commencé à inventer un mode, on va dire en 2023, puisque ça date de 96, mais une partie des scientifiques n'ont toujours pas inventé le mode comment s'y intéresser. Et je peux vous le dire, je peux vous le confirmer, ils ne sont pas inventés en fait. Et pourtant, c'est leur domaine d'inventer les choses, de créer des choses, c'est aussi leur domaine. On va dire d'extrapoler au départ, et puis de commencer par un postulat. Le postulat, c'est l'observation. Hein. On parle de témoignage, mais moi je considère qu'un témoignage, c'est une donnée quantifiable, qui est analysable. Hein, par rapport à un fait, par rapport à l'observation de quelqu'un. Voilà, concernant un phénomène qui passe devant lui. Voilà, donc c'est intéressant, et vous allez voir la suite. Ils font de ce contraste qui veut dire il n'y a pas encore de véritable invention scientifique une manière de dire ça n'existe que
sur le mode sociologique, sur le mode rhétorique, sur le mode des on-dit, sur le mode des sciences humaines. Ils le renvoient aux sciences humaines, c'est-à-dire que pour eux, l'objet légitime n'est pas du tout cette chose qu'on observe de temps en temps dans le ciel, c'est qu'est-ce qui fait que des gens puissent croire. Et donc, ils le transforment en étude des croyances irrationnelles, des croyances populaires. C'est un contexte extrêmement malsain, c'est un contexte producteur de sectes, c'est un contexte qui toujours transforme ceux qui s'accrochent en la caricature de leur propre intérêt préalable. Voilà, donc ce qu'elle dit c'est intéressant. C'est vrai que ce qu'elle dit c'est intéressant parce que on va renvoyer en fait tout simplement le témoin et puis même l'ufologue, on va le renvoyer vers son propre intérêt préalable. Alors l'intérêt de l'ufologue, on a cru, enfin une partie des ufologues c'était la croyance, c'est un fait. Mais il y a aussi des ufologues, voilà, sceptiques, non croyants, des enquêteurs. Je vais les parler, on va dire des enquêteurs. Moi, je me suis jamais considéré comme un ufologue, je me suis toujours considéré comme un enquêteur. J'aime pas ce mot-là, ufologue. Mais enquêteur, aller sur un terrain, voilà, une observation, etc., et puis voir le témoin. Et le fait de rejeter est un langage dangereux, donc c'est effectivement un langage propagateur de sectes, parce que s'il y a eu des sectes ufologiques dans les années 80-90, c'est bien c'est comme à cause d'un rejet. Je parlais de l'autre jour dans une vidéo de radicalisation du langage, où en fait, si vous rejetez quelqu'un, vous allez radicaliser la personne. Vous allez en fait tout simplement radicaliser la personne. La personne, elle va être, en fait, on va la rejeter. Et j'en parlais l'autre jour sur un Discord, lorsque j'ai fait partie d'un Discord. J'avais dit qu'il y avait des personnes en fait qui étaient un peu pas énervées, mais qui avaient envie de parler absolument, et puis qui étaient très en colère, hein, quelque part une espèce de colère intérieure. J'en ai parlé dans une vidéo, je sais plus laquelle, mais effectivement, c'est quand si on rejette quelqu'un, il va se radicaliser à un moment donné. Alors il y a des témoins qui vont complètement fermer leur observation, c'est-à-dire qu'ils vont faire un double tour leur observation, ils vont plus jamais en parler de leur vie. Voilà, comme certains ont fait pendant 10 ans, 15 ans. Il y a des cas, on a plein de cas de gens pendant 15 ans, 10 ans n'ont pas libéré la parole de ce qu'ils ont observé. Alors pourquoi ? Parce que il y a eu ça, justement ce qu'elle raconte, mais c'est aussi un langage propagateur de secte, parce que si vous renvoyez tous les gens vers leur intérêt préalable, vous avez quelques personnes à l'intérieur qui vont fonder une secte, hein, qui vont se radicaliser, etc. Et d'ailleurs, la naissance des sectes ufologiques, c'est lié aussi au fait du rejet du monde scientifique vis-à-vis de cette donnée. Malheureusement, ça s'est mal terminé, par exemple, pour l'ordre du Temple solaire, l'OTS, si vous connaissez cette affaire, où il y a eu un suicide collectif en France. Donc c'est très grave. Et le fait d'avoir rejeté aussi les gens vers les croyances, tout ça, etc., automatiquement, les gens après sont devenus... ils rejettent, en fait, ils deviennent presque anti-système. Et puis, comme j'ai entendu dans certaines discussions que j'ai eues en live, j'écoutais des gens, ils sont anti-système, quoi. Ils deviennent hyper complotistes parce qu'ils ont tellement été rejetés par l'ensemble, ils sont rejetés par les médias concernant ce sujet, ils sont rejetés par leur famille, leurs amis parce qu'ils ont parlé d'une observation, ou alors parce qu'ils s'intéressent tout simplement au sujet. Leurs collègues de travail pensent que c'est Mulder le Martien. Moi-même j'ai été victime de ça, hein, à titre personnel, en tant qu'enquêteur. J'ai fait plusieurs coupures de journaux, de presse, et puis certains m'ont reconnu, ils m'ont dit tiens, Mulder le Martien, voilà, ça va tes ovnis, ça va tes petits hommes verts. Enfin, je veux dire, on a, les médias ont une part de responsabilité dans la manière dont se sont appropriés le sujet, mais les sociologues aussi et les scientifiques aussi. Donc quelque part, c'est un ensemble extrêmement malsain qui justement met en danger ces relations entre ufologie et société, et puis le fait de s'y intéresser d'un point de vue, on va dire, démocratique. Voilà, donc Isabelle Stengers, voici en fait sa position vis-à-vis des sceptiques et des rationalistes. Alors, il faut savoir qu'il y a eu pas mal de travaux. Alors, il y a eu les ovnis du CNES, d'Éric Maillot. Alors, vous avez eu après, alors je n'ai pas noté, alors je ne sais pas si je peux le faire là. Vous avez eu un moment les zététiciens, hein. Vous avez parlé des cercles zététiques. Alors au départ, les zététiciens, le cercle zététique, c'était vraiment des extrémistes, hein. J'avais vu sur un plateau télé
parler du sujet, je peux vous dire qu'ils étaient prêts à brûler l'ufologue ou voire même à crucifier le témoin. Mais effectivement, après, ils se sont radoucis. Et ils ont écrit les ovnis du CNES qui en fait aujourd'hui ne tient plus parce que les ovnis du CNES, ça n'a pas empêché le CNES de créer un comité de pilotage avec Yves Sillard, l'ancien directeur général à l'armement, etc. Ça n'a pas empêché que Pierre Lagrange intègre, pourtant le sociologue Pierre Lagrange intègre un comité de pilotage, etc. Enfin, leur ovni du CNES, en fait, leur ouvrage est intéressant, je ne dis pas le contraire. Il faut le lire, ce que je disais, il faut le lire le pour et le contre, si vous voulez vraiment avoir un esprit critique. Mais quelque part, ça tient plus en 2023. Voilà, c'est un peu comme l'hypothèse socio-psychologique, si vous voulez, des années 80, qu'aujourd'hui, malheureusement, Michel Monnery a perdu. Voilà, donc c'était intéressant sur le moment. Alors effectivement, ça a nettoyé un petit peu, c'est vrai, une part de l'ufologie, mais toute leur théorie et dire que ce qu'a fait le CNES n'a servi à rien, est-ce que le GEPAN n'a servi à rien dans les ovnis du CNES d'Éric Maillot, etc. C'était une erreur parce qu'en fait ils ont totalement perdu parce qu'aujourd'hui ce phénomène commence à devenir un objet scientifique. Ça commence, je dis bien ça commence, on est au tout début. Mais voilà, et il y a encore des réunions, il y a des réunions au sein du CNES, etc., du GIPAN, il y a le CAIPAN, là, etc. Donc il y a des scientifiques, des militaires, des gendarmes, des gens de divers domaines, de domaines pluridisciplinaires, qui en fait se rassemblent, ils parlent du sujet, il y a des commissions, comme les commissions Sigma 2, etc. Il y a des gens qui ont plus ou moins des liens avec le renseignement, hein. Et puis il y a plein de choses, enfin il y a plein de choses qui sont faites sérieusement. Et donc il faut essayer de voir tout ce qui a été écrit dessus, mais il faut voir quand même en 2023, là si on revient maintenant sur 2023, par rapport aux années 2000, où dans les années 2000 l'ufologie a beaucoup souffert, surtout après la vague belge des années 90, tout ça, après elle a beaucoup souffert, et puis après elle est remontée un petit peu parce qu'il y a la mise en ligne des rapports d'observation au sein du CNES, au sein du GIPAN en ligne, que vous pouvez d'ailleurs consulter. Il y a plein de choses qui sont faites. Donc il y a tellement de choses qui ont été faites qu'aujourd'hui, en fait, c'est vrai, tout ce qui a été écrit par les sceptiques, enfin les ultra-sceptiques, parce que moi je suis moi-même un peu sceptique, c'est normal, mais les ultra-sceptiques, c'est-à-dire vraiment les ultra-rationalistes, se sont totalement, on va dire d'une manière triviale, plantés sur la question. Ils se sont plantés parce qu'on a affaire à autre chose. Donc on a affaire à autre chose qu'une interprétation sociologique, une interprétation erronée de la science, qu'une interprétation culturelle, que les témoins ne sont pas des gens incultes, que ne sont pas des gens qui sont dans des sous-cultures, hein, voilà. Il y a des scientifiques qui voient des phénomènes aériens non conventionnels, et il faut expliquer aux scientifiques aussi ce que c'est, et donc le rôle, c'est le rôle de l'enquêteur. Voilà. Et c'est votre rôle aussi, si vous vous intéressez à l'ufologie dynamique. Donc les politiciens, elle dit, remarque, c'est intéressant parce que les politiciens ne sont pas des gens d'une qualité rare. Ils sont comme tout le monde. Ce qui nous fait défaut, ce n'est pas tant les hommes politiques, lucides et héroïques, mais le dispositif qui permet à un problème qui se pose à des gens anonymes, donc le phénomène, qui ne sont d'aucun parti et qui ne sont d'aucune secte. Des gens à qui ça arrive. C'est-à-dire un fait arrive. Donc à un problème anonyme, donc de ne pas être escamoté, déjà pris en considération. Nous manquons terriblement de relais, et vers le scientifique et vers les politiques. Et c'est là que je veux appuyer. C'est pour ça que l'ufologie dynamique a toujours appuyé vers le média, de façon à ce que le lecteur prenne en compte les données d'une manière sérieuse, et que le citoyen aille voir le politique pour lui dire c'est bien tout ça, on vote pour toi, mais intéresse-toi aussi à ça peut-être. Et puis il va demander aux scientifiques qu'est-ce qu'ils en pensent. Hein, c'est le rôle du politique aussi. Donc c'est bien ce qu'elle écrit parce que c'est complètement d'actualité, quoi. Donc, et pourtant ça date de 96. Nous manquons terriblement donc de relais, et vers les scientifiques et vers les politiques, qui permettent à un problème de se formuler. Les relais, normalement, c'était qui à la base ? C'était les ufologues et les enquêteurs. Ils n'ont pas fait le relais. Ils ont gardé leur chapelle pour eux-mêmes. Ils se sont enfermés dans leurs petites églises. Ouais. C'est pour ça que je juge des fois l'ufologie. Hein. Je me permets de le faire. À tous ceux qui ont créé beaucoup de livres à l'époque, même encore aujourd'hui, à tous ceux qui font des chaînes sur YouTube, c'est comme une chapelle. Hein. Je suis désolé, mais quand je vois certaines chaînes YouTube, j'ai l'impression de se retrouver dans une église. Je sais que je suis un peu dur, mais c'est vrai. Donc comment voulez-vous vous tourner vers le citoyen ? On ne veut pas d'adeptes.
On veut des témoins qui puissent témoigner, des gens qui puissent s'y intéresser d'une manière pragmatique, avec un certain sérieux. C'est tout ce qu'on veut, de façon à sensibiliser le politique qui ira vers lui, le scientifique. Vous voyez un peu la méthodologie. Donc, de prendre au sérieux, il y a une terrible stratification entre les problèmes acceptés par les scientifiques ou par les politiques et tous les autres problèmes qui échappent et qui continuent de manière incontrôlable à être disqualifiés, désignés comme purement irrationnels. Donc, donc vous avez compris, et qui dès lors ne progressent pas et ne sont pas matière à invention. Donc invention, inventer un mode pour s'y intéresser. On invente quelque chose pour s'y intéresser. Alors finalement, dans leur ensemble, les scientifiques ni les politiques ne prennent en charge le problème. Donc qui en a hérité, qui est le père, qui cherche. Bien sûr, le moment, je dirais que ceux qui réussissent à s'intéresser aux ovnis, qui réussissent à faire exister ce problème et à le rendre insistant, sans tomber dans une caricature sectaire, sont des aventuriers de la démocratie. On est des aventuriers de la démocratie. Allez, on va se le dire, quelque part. Enfin, du moins, une partie des gens là actuellement sur mon compte YouTube, j'en suis sûr que sont des aventuriers de la démocratie parce que j'ai des gens extrêmement pertinents qui mettent des petits commentaires. Et j'ai l'impression que là, on a touché peut-être à quelque chose de bien plus clairvoyant de ce qu'on trouve habituellement en ufologie. Donc si j'ai des gens de cette qualité-là autour de cette chaîne et autour de débats qu'on peut animer en live, mais moi c'est parfait. On va pouvoir faire vraiment même des travaux, clairement des travaux de communication ensemble. Je vais vous faire participer. Donc voilà. Donc à le rendre insistant, sans tomber dans une caricature sectaire, sans des aventuriers de la démocratie. Si ce problème réussit à s'inventer au sein que nous puissions progresser à son sujet, ce sera à cause d'associations de citoyens, un peu comme la SOBEPS, donc c'est l'association belge, qui réussissent à échapper à la caricature et même à communiquer cet intérêt des scientifiques qui ne sont pas déjà dans le camp de qui ne sont pas déjà dans le camp de la disqualification, parce qu'ils disqualifient forcément un sujet, parce qu'ils considèrent que ce n'est pas un objet scientifique. Donc disons que la démarche de ces groupes citoyens intéressés mais elle rappelle non sectaire, n'est-ce pas, c'est l'une des chances, une aventure démocratique dans ce domaine obscur. Ben oui, parce que l'ufologie c'est un domaine un peu obscur. Et si on trouve ce qui se passe, si on trouve la réponse à la question qu'est-ce que l'OVNI, il y a deux cas de figure. Eh bien, ce que pensent les sectes est brutalement confirmé. Ce serait bel et bien un phénomène comme nous n'avons jamais eu sur Terre, c'est-à-dire un phénomène qui à la fois n'est pas humain et pourrait et pourtant traduit une intention, donc qui traduit une intention. Nous serions le jouet des intentions des autres et nous ne pourrions pas prévoir. Il est évident que si un ovni choisit un beau jour de descendre devant la Maison Blanche, c'est pas nous qui aurons trouvé, c'est eux qui auraient d'une manière ou d'une autre décidé que le temps des doutes et des hésitations est fini. Mais là, c'est donc une autre histoire qui, à la limite, ne nous concerne pas, puisque dans cette hypothèse, là, ce sont les intentions des autres qui priment. Donc effectivement, alors je vous renvoie bien sûr à cet article. Si vous voulez cet article, je peux vous le renvoyer, il n'y a pas de souci. Je suis à votre disposition si vous voulez faire des travaux là-dessus, si vous voulez même le lire tout simplement et avoir un avis sur la question. Alors voilà pour cette vidéo donc concernant les sceptiques. Alors je donnais en même temps, c'est une vidéo sur les sceptiques et le rationalisme en ufologie, le rejet, mais en même temps l'explication et le contre-argument qui s'oppose justement à ce conglomérat entre scientifiques, sociologues, chercheurs, etc. Il faut essayer surtout d'avoir des armes provenant du savoir, en fait, tout simplement. Et puis c'est pour ça que justement la forme démocratique qu'on a proposée à l'époque, et d'ailleurs les articles de journaux que je vous présenterai dans une vidéo, vous allez voir l'exemple vous allez voir, c'est un exemple où rien n'est pris à l'irrationnel. Et d'ailleurs il y avait des commentaires en ligne concernant ces articles de journaux, les gens disaient mais enfin on s'intéresse sérieusement au sujet. Mais pourquoi ils s'y ont intéressés? C'est parce que on est sorti complètement du domaine des croyants. Voilà, tout simplement. Donc pour aller vers les sceptiques, vers les sacrationalistes, tout ça, la réponse que j'ai, c'est qu'ils ont effectivement perdu. Ils ont effectivement perdu parce que aujourd'hui, ça devient un objet scientifique. Aujourd'hui, regardez toutes les vidéos sur Internet de grands scientifiques qui en parlent. Ils en parlent ouvertement. Ce sont des grands scientifiques. Harvard. À Harvard, on ne fait pas des idiots, me semble-t-il. On ne fait pas des incultes. Et des universités s'y intéressent. Des astrophysiciens,
des physiciens, des chercheurs en océanique. Mais c'est absolument génial ce qui nous arrive. Je dois le dire. Mais j'ai un peu de peine en fait pour les sceptiques et les ultra-rationalistes parce que là où ils voyaient une réponse sociologique, aujourd'hui on a presque une réponse, un objet scientifique qui n'est pas encore défini, mais qui le sera peut-être un jour. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, bye.